Bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. Je me présente rapidement, Louis Campanico, je suis enseignant dans le second degré, je suis professeur d'histoire et de géographie dans un collège migénois. Je suis très heureux de participer à cette édition des Entretiens d'Auxerre, c'est la première fois, et je suis très heureux également d'accueillir pour cette table ronde intitulée « Espace numérique et vie privée » Madame Dagneau et Monsieur Boulier, qui sont tous deux sociologues et spécialistes de l'Internet et des mutations que ce média provoque au sein de notre société. Je vais vous présenter, alors peut-être vous connaissez ces deux experts, ces deux spécialistes de l'Internet. Je vais vous faire une présentation quand même pour vous expliquer leur champ de recherche. Donc Madame Dagneau est directrice de recherche au CNRS. Elle a également été maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales où elle a dirigé un séminaire sur le modèle californien. Sociologue des médias et des réseaux sociaux, elle a développé des recherches sur les adolescents et les jeunes adultes. Et je vous présente maintenant Monsieur Boulier, qui est professeur des universités à Sciences Po Paris, qui travaille depuis de longue date sur l'impact d'Internet sur notre société, dans une approche anthropologique. Il s'intéresse à la manière dont les connaissances sont produites sur Internet et la manière dont elles circulent. Alors, évoquer les espaces numériques en 2022, c'est parler de la numérisation de la société. Ce processus en cours, qui est loin d'être terminé, s'est accéléré depuis une quinzaine d'années, on peut dire, avec des enjeux économiques considérables. Et ce processus serait synonyme de progrès. Et d'ailleurs, certains auteurs emploient l'expression de révolution numérique pour signifier une rupture qui serait semblable à la révolution industrielle et même à l'invention de l'écriture. On peut évoquer aussi les écrits de Michel Serres qui voyaient une mutation anthropologique majeure. Néanmoins, la numérisation de la société amène de nombreuses questions, et en particulier celle de la collecte et des usages de nos données personnelles et des usages que font les acteurs d'Internet, les acteurs économiques d'Internet et du numérique. Les mutations profondes induites par la numérisation de l'économie font que l'absence de contrôle d'Internet est souvent décrite comme un contrôle, comme un problème. Le confinement a peut-être accéléré la numérisation de la société, c'est-à-dire le développement des usages du numérique qui est apparu comme une réponse satisfaisante, en tout cas présentée comme telle par le pouvoir politique. L'application la plus téléchargée chez les adolescents pendant la période du confinement est TikTok. Les réseaux sociaux sont des espaces numériques dans lesquels les jeunes évoluent sans toujours ou sans forcément comprendre les enjeux qui y sont liés ainsi que les risques. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Éducation nationale a fait entrer dans ses programmes une éducation aux médias et à l'information. Il s'agit d'éduquer les jeunes aux enjeux du numérique en travaillant, entre autres, sur leur identité numérique, mais aussi sur les traces que l'on peut laisser en étant des usagers d'Internet. Chez les jeunes et les moins jeunes, le numérique a introduit de nouveaux comportements, rendant peut-être de plus en plus floue la limite entre la vie privée et la vie publique. Alors, je voudrais adresser trois questions à nos deux spécialistes. La première question, c'est que fait le numérique à nos vies? J'en rajouterai une deuxième, est-ce que notre vie privée est menacée par la numérisation de la société? Et puis une question peut-être un peu plus large, qui est la suivante. Quelle reconfiguration de la vie privée les interactions dans les espaces numériques provoquent-elles? Je vais donner la parole d'abord à Madame Dagneau. Merci. Alors, attendez, je dois manier deux instruments à la fois. Pour répondre à votre question, je dirais que j'étais censée avoir un PowerPoint avec moi, mais il n'est pas là. Bon. Ah ben voilà, parfait. Donc c'est moi qui actionne tout. En fait, je pense que Internet a tout recomposé. La façon évidemment de communiquer, de fonctionner dans la société, de socialiser, d'accéder à l'information, à la culture, etc. Et donc, aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux, enfin, et tous les artefacts informationnels qui sont liés à Internet,
c'est un carburant. Il y a pas, je fais pas vraiment de différence entre l'univers Internet et le monde réel, parce que ces deux mondes sont en interaction. Internet est souvent simplement le prolongement et le relais de la vie réelle. Donc on peut difficilement déjà partir d'une idée qu'il y a une séparation et que c'est deux mondes différents. En même temps, ce sont vraiment deux mondes différents, parce que l'Internet... Oh, bravo. Alors, on m'a dit de bien appuyer. Bravo. Bon, ok. Ah ben là, c'était en sens inverse. D'accord. Alors, je vais vous faire entrer dans un monde, dans ce qu'un philosophe appelle le brouillard éblouissant du cyberspace, où donc vous êtes dans un autre monde, en réalité, avec d'autres règles de fonctionnement, avec des images qui sont des images froides, créées par l'informatique. Et donc, ce monde-là, en fait, opacifie ou recompose finalement votre vision du monde. C'est-à-dire, Internet est un autre univers dans lequel on déambule et on fonctionne. C'est un univers aussi qui a véritablement décuplé les opportunités de déployer son imaginaire. Ce sont des millions, voire des milliards d'images auxquelles on n'est pas habitué. Et donc, on peut dire que pour tout le monde, et en particulier les jeunes et les adolescents, il y a sans doute une facilité à rentrer dans un sentiment de déréalisation. On n'est plus vraiment dans le monde réel, et en même temps, on utilise continuellement cet univers-là pour s'informer, entrer en contact avec des amis, éventuellement même voir évidemment beaucoup de vidéos, d'images, etc. Et donc, ce que je pense, c'est que l'individu, et les jeunes en particulier, parce qu'ils sont encore plus utilisateurs, notamment des réseaux sociaux, ont été rebootés par cette articulation en permanence entre le monde physique et un monde créé par l'informatique, avec plein d'images et un espace imaginaire très, très nouveau. Ce qui fait que, un des points importants, c'est que vous voyez, quand vous demandez à des jeunes, c'est une enquête très très récente que j'ai supervisée, quand vous demandez à des jeunes s'ils préfèrent vivre dans le monde réel ou dans le monde imaginaire, mais vous avez effectivement une partie importante, et notamment des femmes, qui préfèrent vivre dans le monde imaginaire que dans le monde réel. Les hommes préfèrent le monde réel, un peu plus que les femmes, mais une partie des nouvelles générations, finalement, ce monde peuplé de signes, d'images et de possibilités d'interaction avec des autres et plein de contenus, eh bien, c'est un monde préférable. Et donc, Internet a décuplé ce marché de l'imaginaire, et ça explique, voilà, par exemple, une des retombées finalement dans le monde réel, une préférence pour l'imaginaire pour une partie des jeunes populations. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est, et là je vais tempérer un peu mon propos, c'est-à-dire pour dire, en réalité, il y a tout un ensemble de choses du monde réel qui se sont transposées dans le monde d'Internet, dans l'univers d'Internet et l'univers des réseaux sociaux. Alors, on parle souvent à propos des adolescents, c'est une formule qui est utilisée, c'est la culture de la chambre. C'est un de nos collègues, Hervé Glevarec, qui avait créé cette formule. En fait, les adolescents, leur chambre est complètement habitée par à la fois des photos, des images, et ils y cultivent des pratiques d'écoute, de musique. Ils communiquent, avant, ils communiquaient au téléphone avec leurs amis. Donc, cette culture de la chambre, qui est vraiment propre aux adolescents bien avant Internet, c'est-à-dire un monde qui se construise à eux
et à partir duquel ils interactent avec leur sphère d'amis, cette culture de la chambre, elle s'est déportée vers Internet et dans les réseaux sociaux. Mais finalement, c'est pas plus que ça, même si évidemment on pourra parler des dérives potentielles qui peuvent en être. Autre chose, si on prend toujours les adolescents et les post-adolescents, c'est le monde, l'apprentissage de la vie personnelle, de la vie affective, de la vie amicale évidemment, mais aussi de la vie, l'approche sexuelle et les flirts, etc. Et Internet, de ce point de vue-là, a pour une part modifié cette partie de la vie où on tente finalement de se rencontrer, de nouer des relations entre jeunes garçons et jeunes femmes. Et c'est vrai aussi que d'abord établir une relation d'abord à distance, tester un certain nombre de choses, discuter à propos de telle ou telle personne entre amis et de voir si cette personne s'intéresse à vous ou pas. Finalement, tout ceci a été transposé dans l'univers des réseaux sociaux, avec un certain nombre de dérives qu'on connaît, puisque souvent, pour se rencontrer, c'est des approches d'abord timides, et puis après, éventuellement, beaucoup plus libérées. Donc, au total, c'est vrai aussi que l'apprentissage de la vie sexuelle, affective, etc., s'est beaucoup transformé, et avec un certain nombre de dangers, pour les adolescents, mais en même temps, ce n'est quand même que la transposition dans cet univers particulier de choses qui existaient auparavant. Donc voilà, ça c'est les relations affectives. C'est quand même pas, c'est pas à ce point bouleversant, encore que, évidemment, ce qu'on appelle, ce qui se passait dans les cours de récréation ou aux abords des collèges et lycées, c'est les embrouilles de l'adolescence, les embrouilles de la vie adolescente, elles se sont déportées dans l'univers numérique avec plus, sans doute, de risques et de dangers quand on est dans un rapport direct dans le dit monde réel. Mais la plupart du temps, ces interactions des adolescents ou post-adolescents, finalement, elles aboutissent, elles relaient des relations dans le monde réel. À nouveau, on voit, il y a recomposition, autre manière de faire, mais en même temps, ça n'a pas à ce point bouleversé la vie affective des adolescents. Il y a d'autres dangers qui sont nés, mais c'est la chose qu'on peut dire. Mais c'est pas non plus une révolution à ce point immense. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, dans le monde numérique, il y a tout un jeu, finalement, de présentation de soi. C'est-à-dire, ce qu'on appelle le soi, c'est, bon, évidemment, ce qu'on estime être intimement. Ensuite, on construit aussi un soi social. Bon, c'est tout un ensemble d'anthropologues ont travaillé là-dessus. Ensuite, il y a comment on fonctionne dans des interactions avec d'autres personnes, et donc du coup comment on s'adapte en permanence avec le jeu des regards, des paroles évidemment. Et Internet a introduit un autre mot encore qui est le moi numérique, l'identité numérique, sur lequel évidemment beaucoup de chercheurs se sont penchés. Et le moi numérique, il est quand même assez particulier. C'est pas du tout à l'heure, on avait l'air de dire que le monde virtuel et le monde réel, c'est exactement la même chose. Le moi numérique, tel qu'il se construit, est une sorte de noyau dur de soi-même, mais il est extrêmement réducteur. Il est même... Alors, il y a un sociologue que nous connaissons bien tous les deux qui parle d'une identité en clair-obscur, c'est-à-dire on dit des choses, mais pas trop loin. C'est vraiment du clair-obscur. Et au vu de l'évolution d'Internet, notamment en travaillant beaucoup sur Instagram, qui est le site préféré avec TikTok des adolescents d'aujourd'hui, on dit sur soi. On raconte sa vie, à nouveau, on raconte sa vie d'une certaine façon, je vais en parler. Mais de soi, on dit quand même le moins possible. Il y a une des choses qui est intéressante dans Internet. Voilà, c'est ce que tu attendais. Voilà, donc, les jeux sur le moi. Voilà,
il y a le moi intime, il y a le moi authentique, il y a les interactions avec les autres. Et donc, c'est tout un ensemble de jeux sur le moi. Et le moi numérique, il est non seulement en clair-obscur, mais vu l'évolution de ce que j'ai pu observer, il est de plus en plus, comment dire, peu identifiable. On ne dit pas nécessairement, bon, on dit quand même si on est un homme, une femme, mais on dit aussi très peu de choses sur où on vit, son environnement proche. Par contre, ce qu'on montre à l'infini, ce sont des images qui restituent la vie, qui renvoient un petit peu à ce geste, je vois, je clique, c'est-à-dire je photographie et j'envoie. Oui, ça. Mais en fait, quand on regarde bien, aussi bien pour les adolescents et même pour les adultes, ce qu'on donne de soi, c'est une sorte de noyau dur, mais qui est très loin de la réalité et qui est aussi construit en fonction d'une finalité. Alors, dans Instagram, je vais... Très bien. Voilà. Instagram, c'est à la fois effectivement un réseau social, mais c'est aussi un des réseaux dans lesquels se sont engouffrés de façon démultipliée le monde marchand. Parce qu'Internet, au départ, jusque, je dirais, dans les années 2010, c'était un monde assez gentil. On pensait d'échanges amicaux. Et puis, à partir, ça s'est beaucoup dégradé. Et pour tout un ensemble de raisons, il est devenu d'abord un monde marchand. Et Instagram est beaucoup un monde marchand, même si, évidemment, vous pouvez avoir un compte et dans lequel la finalité n'est absolument pas marchande. Mais disons que la règle de fonctionnement dans ce réseau social, comme beaucoup dans d'autres, c'est quand même soit de se filmer, soit de se mettre, surtout de montrer des images de soi. Or, c'est des images en général très construites, parce que souvent il y a quand même une finalité. C'est pour ça que il y a le monde d'Instagram des adolescents, mais il y a aussi le monde parce que dans Instagram, vous pouvez effectivement rapidement rentrer en contact avec d'autres personnes. Ces autres personnes échangent des images, mais évidemment maintenant il y a pas mal de textes aussi. Mais c'est quand même à travers des images, et des images souvent, je dirais, assez stéréotypées, que les adolescents s'échangent. Alors ce qui a changé quand même, c'est l'univers, on en a un petit peu parlé au début de cette conférence, de ces conférences, l'univers des influenceurs. Et la logique des influenceurs ou des influenceuses, et il y a plus de femmes que d'hommes, c'est des logiques effectivement assez marchandes, de placement de produits, de propositions de services marchands. De ce point de vue-là, il y a une construction qui est proposée, et aux adolescents, c'est l'idée qu'on retrouve déjà dans la peopleisation de la société, y compris la peopleisation de la politique, l'idée de to have it all. C'est-à-dire, on a tout. On est une personne comblée, on a un environnement flatteur, on est soi-même présenté de manière assez flatteuse, on se met en valeur. Les influenceuses, elles donnent le sentiment, et d'ailleurs souvent elles le font parce qu'elles gagnent de l'argent quand même, de parcourir le monde entier et où elles prennent des photos sur les lieux les plus séduisants du monde. Et on a l'impression qu'elles ont une vie de personnes comblées. Et c'est à travers cette image-là qu'elles opèrent des actes marchands. Ça leur permet de développer des activités marchandes. Mais aussi, on peut voir parmi ces blogueuses, parmi ces influenceuses, des personnes qui sont plutôt qui font passer un message politique. Je vous donne par exemple le cas de Camille Etienne. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, mais c'est une jeune militante pour la cause environnementale. Elle est très présente à plein d'endroits,
Mais si vous regardez son compte Instagram, elle raconte sa vie aussi. Elle fait une sorte d'attraction sur elle et sur ses messages à partir de sa vie réelle, des photos d'elle dans divers endroits. Donc aujourd'hui, il y a une façon assez stéréotypée de faire parler de soi avec un certain type de présentation de soi. Donc tout ça pour dire que jusqu'à présent, on est quand même dans un univers où, jusqu'à un point, les individus présentent une toute petite partie d'eux-mêmes et qui est assez stéréotypée et qui a rien à voir avec le moi du monde réel. Donc, j'aboutis à l'idée que finalement, il y a ces deux univers virtuels, réels, monde physique, s'interpénètrent en continu, mais que ce que l'on livre dans le monde virtuel, c'est vraiment, alors je me renvoie aussi aux travaux de Eva Illouz sur les sites de rencontres, où elle dit, on nous montre vraiment, on s'échange, on se donne des rendez-vous à partir, éventuellement des rendez-vous dans le monde réel, à partir d'échanges sur des images assez fausses et assez très, très, très réductrices de soi. Et pour aller justement sur comment est-ce que le monde d'Internet a véritablement transformé la vie privée, je vais vous donner 2-3 chiffres. En fait, les personnes de 18-25 ans, une enquête récente sur laquelle j'ai travaillé, il y en a à peu près un tiers qui vont sur des sites de rencontres, donc un tiers, je ne sais pas, c'est 2 tiers qui n'y vont pas non plus. Donc ça a changé, bien sûr, puisque c'est quand même l'organisation du marché des rencontres affectives ou sexuelles. Mais avant, il y avait le chasseur français. Donc je ne sais pas combien de personnes se rencontraient via le chasseur français, ou d'autres sites de rencontres dans le monde réel. Ça, c'est la première chose. L'autre point, c'est est-ce que les couples se forment à partir d'interactions dans l'univers numérique. En fait, d'une autre enquête sur laquelle j'ai travaillé, on voit qu'environ 20%, un peu moins de 20% des individus finalement forment un couple à partir de rencontres dans le monde virtuel, sites de rencontres ou surtout réseaux sociaux. Alors 20%, est-ce que c'est une révolution incroyable Et si on prend le monde des diplômés, puisque je travaille depuis quelques années beaucoup sur les gens diplômés du supérieur, c'est 10%. Et les gens se mettent en couple beaucoup plus à partir évidemment de leur environnement dans le monde réel, de leur environnement amical, familial, ou pour ce qui concerne notamment les diplômés, à partir de leur cursus universitaire ou dans des grandes écoles. Ça, vraiment, l'appariement à partir du cursus scolaire, notamment dans certains milieux, c'est quelque chose qui est le plus fréquent. Donc, de ce fait, il faut replacer aussi le rôle de ce monde virtuel dans la vie affective, la vie privée. Voilà, alors, je vais terminer par quelque chose qui m'a énormément amusée, si on peut dire, moi qui travaille beaucoup sur les univers numériques. Dans la dernière enquête que j'ai faite, je l'ai rendue il y a 3 semaines, on demandait aux individus, d'abord, quand ils rentraient chez eux, qu'est-ce qui véritablement constituait un lieu de ce qu'ils aimaient vraiment faire quand ils rentraient chez eux. À ma grande surprise, les réseaux sociaux sont arrivés au moins en 5e position, après la musique, après le livre, après d'autres activités domestiques. Et les réseaux sociaux, c'était pas le lieu, d'abord c'était pas conçu comme un loisir, c'est plutôt un outil de communication, mais disons c'était pas le lieu dans lequel on se sentait vraiment, c'est la première chose qu'on faisait en rentrant chez soi. Bon, c'était peut-être aussi une vision un peu enjolivée de la réalité, mais j'étais extrêmement surprise de la place qu'occupaient les réseaux sociaux, y compris chez les jeunes. C'est aussi des enquêtes qui touchent toutes les générations.
L'autre chose, deuxième chose, alors on vit dans un monde de crise, de menaces, et c'est une vraie réalité, ceci. On demandait aux individus, qu'est-ce qui pour vous, véritablement, vous ressource, vous permet vous rebooste. Parce que c'est en plus des enquêtes qui utilisent un certain vocabulaire un peu familier. Et en fait, la première chose qui arrivait, qu'est-ce qui vous rebooste, qu'est-ce qui, dans ce monde chaotique, vous redonne des forces, la première chose qui est apparue, c'est la nature. Alors je pense que c'est la slide d'après. Voilà, oh, bravo, très bien. Ce qui devait arriver est arrivé, si la technique peut juste réagir, mais tant pis. C'est 4 photos. Alors, la première chose, c'est la nature. L'autre chose, c'est comment ou où voulez-vous vivre. Il y a, donc, deuxième question, la valorisation du village, de la campagne, y compris même chez les diplômés, puisque là, c'était, on peut différencier selon la CSP, le niveau de diplôme, etc. Venait véritablement, voilà, ça c'est la nature, l'exaltation de la nature. Ensuite, le village. Alors, ça marche pas très bien. Hein. Bon. Le village, les lieux de sociabilité. Disons un peu les bistrots, mais revus dans la culture d'aujourd'hui, les endroits cosy, voilà, le bistrot d'antan, les routiers, c'est un bistrot à Paris. Hein, rien à voir avec le bistrot sur le coin. Il n'y a jamais un routier qui a visité ce restaurant. C'est une chaîne qui s'appelle Les Routiers, où vous espérez retrouver une certaine qualité, non seulement de nourriture, la nourriture un peu roborative, bien française, où il y a une atmosphère de convivialité, donc dans le monde vraiment réel et des interactions directes. Et puis, la dernière chose, comme vous savez, c'est vrai qu'en fait, il y a le télétravail, donc grâce au numérique, c'est développé. Mais aussi, se sont beaucoup développés les espaces de coworking, voilà, où finalement, à la fois, ça vous donne effectivement des postes de travail, donc des possibilités de mener votre travail, de conduire votre travail, mais en même temps, ce sont aussi des lieux de sociabilité et d'échange d'ailleurs sur le domaine du travail. Donc là, je sors un petit peu de la vie privée. Mais au total, quand on regarde les évolutions. Alors, je ne vais pas évidemment vous dire que je suis évidemment consciente sur les risques, sur notamment les embrouilles d'adolescents. Ça, c'est véritablement les embrouilles autour d'un développement de la vie affective avant l'âge adulte, et avec tous les problèmes que cela peut soulever, parce que, comme je le disais au départ, souvent, pour des jeunes, il y a un sentiment finalement qu'il n'y a pas vraiment, même si on est dans un univers de déréalisation dans lequel les repères sont un peu brouillés, il y a le sentiment qu'on est dans un monde ailleurs et que donc les choses ne sont pas si graves. Or, en réalité, évidemment, ce qui se passe dans le monde d'Internet, notamment donc pour cette phase de l'adolescence où on expérimente ces relations avec d'autres personnes, ça peut avoir des conséquences importantes. Et le monde, ce qu'on l'on fait dans le monde virtuel, ce que l'on montre de soi dans le monde virtuel, enfin, la façon dont ce que l'on dit, peut avoir évidemment des effets retours sur la vie réelle et les dangers dans lesquels on se met. Mais de façon plus globale, je pense qu'il faut voir avec une certaine, je ne sais pas sérénité, mais disons certaine sens, comment dire, c'est une autre façon de fonctionner. Ça a transformé beaucoup de choses. L'individu a été rebooté. Mais en même temps, beaucoup de choses qui se passaient dans la vie physique ont été transposées dans le monde virtuel, avec effectivement un certain nombre d'incidences. Mais quand on demande aux individus, finalement, qu'est-ce qui les rebooste, qu'est-ce qu'ils aiment, ce à quoi ils aspirent,
ce sont des choses dans un monde très réel. Les modes de vie, la recomposition des modes de vie, c'est des modes de vie conviviaux. Par exemple, les gens veulent avoir une maison individuelle, pouvoir vivre dans des lieux où ils rencontrent des gens, bon, etc., etc. Donc, il faut sans doute modérer un peu une vision trop dramatique, voilà, de cet avènement. C'est d'abord des univers qui sont des relais et des prolongements de la vie réelle. Voilà. Alors donc j'enchaîne après Monique. Je vais moi avoir une réponse beaucoup plus scolaire parce que Louis avait posé 3 questions, donc moi j'ai répondu aux 3 questions dans l'ordre. Bon, donc la première étant sur les espaces que font les espaces numériques à nos vies. C'est bien ça. Hein, je me suis pas trompé. Alors la question évidemment qu'on doit se poser, c'est de quoi parle-t-on exactement? Alors Monique l'a déjà bien encadré. Vous voyez bien qu'on ne parle pas du numérique en général. On parle des réseaux sociaux, et en particulier des réseaux sociaux qui sont rémunérés par la publicité. Si on enlève ce facteur-là, on ne comprend pas dans le monde dans lequel nous vivons depuis 2008-2009, puisque c'est à cette époque-là que les réseaux sociaux, que sont les principaux YouTube, Facebook et Twitter, ont commencé à se rémunérer. C'est précisément à cette époque-là. Ils ont adopté le même modèle économique à peu près à certains côtés. Donc, c'est un certain numérique, que j'appelle moi le capitalisme financier numérique, mais je ne vais plus employer de gros mots après, je vous rassure. Mais en attendant, vous voyez bien qu'on ne va pas parler forcément de Wikipédia, alors que c'est un autre monde, et ne l'oublions pas, il y a aussi tout cela. Et deuxième élément qu'il faut prendre en compte, on parle non pas tant de ce que l'on fait derrière un ordinateur que de ce que l'on fait avec un smartphone. Et je dis bien un smartphone, qui lui n'apparaît qu'en 2007 avec Apple. Et donc c'est quelque chose de complètement, c'est une époque très récente, vous voyez bien tout ça, ça a 10-15 ans maintenant, on va dire, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une connexion permanente avec ce portable. Et ça, cette façon d'être, elle explique beaucoup de la captivité, disons, dans laquelle nous sommes vis-à-vis de ces réseaux-là, et ce qui change du point de vue de nos espaces numériques et de nos vies, de ce point de vue-là, c'est précisément, au moins ces 2 éléments-là. Alors, les 2 éléments qui, pour moi, me paraissent importants dans ce qui a changé dans nos vies là-dessus, c'est premièrement, et je ne vais pas être très long là-dessus parce que Monique l'a bien abordé, c'est effectivement ce que j'appellerais une foire à l'expression, quoi. On avait connu ça dans les années 2000 avec les blogs. On a vu apparaître des blogs, et puis chacun avait des blogs, les institutions avaient des blogs, tout le monde faisait des blogs un petit peu. Bon. Mais vous voyez qu'on est quand même dans quelque chose de complètement différent, parce qu'on a certains... Il y avait un bouquin qui s'appelait d'ailleurs, qui avait été publié, qui s'appelait Me the Media, donc moi le média. C'est-à-dire qu'on devient chacun, à sa petite échelle ou à une prétention beaucoup plus vaste, on devient celui qui a la prétention de publier comme un média, y compris avec un rythme quelquefois. Alors tout le monde ne fait pas ça, évidemment, mais c'est clair qu'il y a là un encouragement et un modèle qui est présent de ce point de vue, qui est important. Et qui est important non pas seulement pour s'exprimer soi-même, avec tout ce qu'a dit Monique déjà, mais aussi en fonction d'un public. C'est-à-dire que d'emblée, on apprend. Et ça, c'est quelque chose qui nous transforme les uns et les autres, même à notre petite échelle, où on a notre petit public de 10 ou 15 amis, ou des choses comme ça. Bon, eh bien, on apprend à publier en fonction d'un public. Et la publication, c'est en fonction d'un public, hein, normalement. Et évidemment, cette frontière vie privée et vie publique, elle se transforme là aussi. Ce n'est plus seulement dans un petit monde privé, parce que même si on met ça sur son compte Facebook, il y en a une grosse partie qui éventuellement va devenir publique, sans qu'on le veuille quelquefois d'ailleurs, en se trompant de paramétrage. Bon. Mais tout ce public-là, il a la particularité d'être mesuré. C'est des choses qu'on ne connaissait pas, ni même avec la presse d'ailleurs avant, vraiment, même, ou avec les mesures d'audience. Là, désormais, on a effectivement une mesure, mais alors à la seconde, vous voyez, si vous publiez un post un peu provoquant, eh bien vous voyez s'incrémenter les likes, et puis c'est ce qu'on appelle les vanity metrics, j'adore ce terme en anglais, parce qu'il dit bien ça, c'est-à-dire cette mesure de la vanité, c'est-à-dire vous voyez tout de suite comment il y a des gens qui vous aiment, ou bien des gens qui retweetent, ou bien des gens qui republient, ou qui partagent, ou qui commentent, etc. Donc il y a un effet de retour qui s'installe, et c'est une façon de se présenter, de s'exprimer, qui est un peu particulière quand même, qui n'est pas tout à fait celle qu'on imaginer avant, qui quelquefois devient monétisée d'ailleurs, comme l'a dit Monique, effectivement, dans certains, les youtubeurs, les instagrammeuses peuvent finir par gagner leur vie avec cela. Et
je ne vais pas m'étendre parce que je suis d'accord effectivement avec ce qu'a dit Monique, c'est-à-dire il y a tout un aspect de mise en scène de soi qu'on apprend à faire. Alors je vais même un petit peu plus loin, je dis que finalement, on apprend aussi à faire un peu du fake, vous savez, hein, on apprend à montrer ce qui convient et ce qui convient pour attirer du public, et d'autres disent d'ailleurs pour attirer des investisseurs. Il y a un chercheur qui parle comme ça, où on cherche tous des investisseurs, pas seulement à la banque ou en tant que quand on a sa société, mais aussi quand on veut attirer de l'attention, etc. Donc on gère aussi une réputation, et à ce moment-là, on rentre dans une logique à toute petite échelle quelquefois, et nous sommes un petit peu tous pris dans cette dynamique-là, pour et qui, notamment toutes les générations plus jeunes qui ont l'habitude de vivre sur ces mondes-là. Alors le deuxième aspect, qui est beaucoup moins souvent mis en évidence pour moi, c'est pas seulement cette course à l'expression, c'est aussi une course à la réactivité. Si vous voulez, ça c'est quelque chose qu'on a connu dès les anciens téléphones, qui n'étaient pas les smartphones, où vous aviez des SMS, eh bien ça vous générait, il y avait des alertes, et ping, 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 etc. Donc vous étiez amené à spontanément avoir votre attention qui était détournée de ce que vous faisiez pour aller réagir. Donc il y avait déjà ça dans les SMS, si vous voulez, comme il n'y avait que les SMS. Mais maintenant, il y a des notifications tout le temps, partout. Si vous ne les enlevez pas, ça n'arrête pas éventuellement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important, parce que quand on vous envoie un signal comme cela, c'est une stimulation sensorielle, c'est une stimulation cognitive, et qui vous donne une forme d'incitation à réagir. Vous devez faire quelque chose, quoi, parce que vous avez été alerté. Et là, on voit bien que c'est quelque chose qui a été pris en compte dans la conception même des applications, de tous ces réseaux sociaux dont on parle, où effectivement on va mettre en avant des contenus, et les algorithmes eux-mêmes sont conçus pour ça, pour mettre en avant un certain nombre de contenus qui vont capter cette attention et vous faire réagir. Donc c'est ce qu'on appelle la captologie. Donc moi j'ai beaucoup travaillé avec les gens de sciences cognitives, j'ai créé des labos pour ça, pour analyser la façon dont nous réagissons aux signaux visuels ou sonores notamment. Et de ce point de vue-là, c'est en réalité, ça a été complètement détourné, parce que maintenant ce sont les firmes elles-mêmes, les plateformes, qui utilisent ça pour être capable de nous capter dans la durée. Donc vous mettez le doigt dans quelque chose. Si vous avez commencé à essayer TikTok, certains d'entre vous, vous commencez et puis vous savez pas comment vous arrêter. Et vous dites mais comment ça se fait quand même? Bon, c'est quand même bien fait pour ça justement. Et de l'autre côté, c'est pas la durée, mais c'est plutôt le choc, c'est-à-dire le fait que vous trouvez un régime attentionnel que j'appelle l'alerte. C'est-à-dire vous vous retrouvez alerté et sans arrêt, vous devez aussitôt réagir. Et vous êtes un peu soumis, disons, à ce rythme-là. En sciences cognitives, on appelle ça le priming, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient devant, c'est un sujet qui vient devant votre activité cognitive ordinaire, et vous n'avez rien demandé, mais ça vous arrive, quoi, d'une certaine façon. Donc ça, c'est un point important pour moi, c'est ce changement de rythme. Ça, c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé. Quand ça affecte nos vies, justement, ça affecte ce changement de rythme-là. Alors j'ai fait un bouquin là-dessus qui s'appelle « Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux », si vous voulez avoir les détails de tout cela, y compris comment en sortir, justement. Je l'ai présenté dans ce livre-là. Mais ce point-là est tout à fait souvent sous-estimé, parce que derrière, c'est quelque chose qui pénètre l'ensemble de nos activités. Même si vous avez une boucle WhatsApp, si vous êtes à quelques-uns, même dans la famille, si vous envoyez un message et que vous voyez que la personne à qui vous l'avez envoyé, vous avez le petit signal, vous savez si elle est en ligne. Et donc si elle réagit pas, et réagit le lendemain, vous dites vous savez qu'elle l'a vu, vous savez qu'elle l'a lu, vous savez pas, mais enfin disons qu'elle est en ligne. Et elle ne répond pas tout de suite. Mais pourquoi ça? Alors vous voyez, il n'y a pas que les plateformes qui organisent l'architecture, c'est-à-dire que on se met les uns et les autres dans une pression à la réactivité qui est assez impressionnante. Et ça, ça a des avantages. Bon, bien sûr, parce que comme ça, on est en alerte, on sait ce qui se passe, etc. On ne ressent plus ce vide-là, il se passe toujours quelque chose, quoi. Donc c'est bien, notre vie est occupée, quoi, d'une certaine façon. Surtout pas de vide, surtout pas de vide. Mais si vous voulez, c'est quand même cette expérience où on a l'impression d'être en prise sur le monde, elle se retourne un peu contre nous, parce que du coup, c'est de la réactivité qu'on doit avoir et plus tellement de la réflexivité. Et donc là, vous voyez les problèmes que ça pose tout de suite, c'est-à-dire que vous devez réagir le plus vite possible. Et alors, ce qui est pire, on a eu une table ronde auparavant sur la vie politique et la vie privée, mais c'est-à-dire que si vous êtes homme politique, homme ou femme politique, vous vous retrouvez en permanence sur Twitter. Moi, je pense que les personnels politiques ne devraient jamais mettre les pieds sur Twitter. Le problème va peut-être être réglé si Twitter s'écroule. Mais bon, en attendant,
ils ont quand même petit à petit cette culture-là de la réactivité aussi. Et il n'y a rien de pire dans le débat public que cette réactivité, vous voyez bien. Quand quelqu'un dit une bêtise sur Twitter, et évidemment on réagit en disant une autre bêtise. Vous voyez, ça ne peut pas tellement aller plus loin, quoi. Donc vous voyez un petit peu cet effet-là qui est dans la vie privée déjà présent, eh bien c'est un peu la même chose dans l'espace public qui du coup se retrouve, le débat public lui-même qui se retrouve dénaturé, où on a, et qui forcément augmente la polarisation, parce que quand vous réagissez, ben, vous réagissez avec vos tripes, quoi, d'une certaine façon, plus souvent qu'avec votre cerveau, il faut quand même le reconnaître. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous dites forcément quelque chose qui va plus loin que ce que vous auriez voulu dire. Après, vous pouvez toujours essayer de dire, c'est pas exactement ce que je voulais dire, ou je m'excuse, c'est terminé. Vous avez eu, et non seulement vous avez eu les conséquences, mais en plus, vous avez eu le succès. Parce que ça fait du buzz. Ça vous fait monter. Et donc, si c'est ce que vous cherchez, là, c'est réussi, quoi. Donc, vous voyez un petit peu cette question du rythme, elle est vraiment pour moi très importante, parce qu'elle est souvent un peu sous-estimée dans la façon de réguler, y compris ces réseaux sociaux, et l'impact que ça a sur la qualité du débat public. Et donc, la question vie privée, vie publique, c'est aussi la question de la qualité de la discussion commune qu'on peut avoir, quoi. Alors, il y avait une deuxième question qui était reconfiguration de la vie privée. Bon. Alors, j'y répondrai rapidement en disant effectivement qu'on a, d'une part, cet apprentissage justement d'avoir une vie privée publicisée. Bon, la table ronde précédente en a parlé beaucoup plus, donc je ne vais pas m'attendre forcément. Mais ça veut dire aussi qu'on apprend petit à petit, même si on est lycéen, etc., qu'on finit par avoir, dès qu'on commence à avoir beaucoup de followers, de gens qui vous suivent ou de gens comme ça, eh bien vous commencez à avoir une vie un peu comme les people. Donc vous êtes un peu obligé de savoir que de toute façon, si vous commencez à être célèbre, eh bien on va venir chercher des choses qui éventuellement ne sont pas forcément, n'auraient jamais dû venir sur la scène publique. Alors il y avait des sociologues, Boltanski et Thévenot, qui avaient théorisé ça en disant qu'effectivement dans le monde de l'opinion, si vous voulez être grand, eh bien il faut donc accepter d'être connu. Et si vous voulez accepter d'être connu, eh bien il faut faire le sacrifice d'une forme de vie privée. C'est-à-dire ça fait partie du prix à payer. Alors, évidemment, les gens comme Mazarine Pinjot, etc., elle n'avait rien demandé d'ailleurs, de ce point de vue-là, mais de ce fait, ils se retrouvent souvent, le prix est un peu cher, un peu élevé, pardon, de ce point de vue, quoi. Donc, ce point-là est, à mon avis, important à prendre en compte, c'est-à-dire que ça se paye, effectivement, le fait de basculer dans ce monde où on doit tout publier d'une certaine façon. Deuxième élément qui me paraît important sur la reconfiguration de la vie privée, c'est la dimension jouée par les images et par la vidéo, de plus en plus. Donc, c'est plus seulement des commentaires, etc. C'est beaucoup d'images, puis avec Instagram, puis de la vidéo, et tout le monde s'est mis dans tous les réseaux sociaux à faire des stories, des choses très courtes en plus, et donc vous publiez, ça venait de Snap à l'origine, de Snapchat, mais tout ça a été repris par tout le monde. Et alors le paradoxe de tout cela, c'est que vous voyez bien que notre vie personnelle comme publique, j'allais dire, mais surtout même notre vie intime, et je même dis même intime quelquefois, effectivement, on commence à savoir qu'on va produire des traces avant de faire l'expérience de n'importe quoi, d'une fête. Il y avait une photo à une époque qui avait été publiée, c'était un berceau où il y avait une naissance, un bébé, tout le monde était autour et tout le monde avait des appareils photos, des caméras, tout ça, etc. Dès le départ, quoi. C'est une nativité, pour prendre les images religieuses, effectivement, une nativité, mais d'un style totalement nouveau, où déjà, d'emblée, vous êtes immergé dans la prise de photos. Et non seulement ça, mais tout le monde organise l'événement en fonction de ça. Vous savez très bien comment tous les moments où et maintenant les photos et les selfies etc. Et petit à petit, on voit bien que c'est cette image-là et cette production de traces durables, visuelles, à publier potentiellement, qui vient avant l'expérience et qui va orienter même l'expérience vécue en présence, quoi. Et ça, c'est assez étrange comme effet, si vous voulez, parce que notre expérience, en fin de compte, ne vient que appuyer une stratégie ou une vie en réseau où la trace, elle, doit circuler et elle doit faire effectivement avoir les meilleures propriétés de propagation. Ce qui veut dire que vous pouvez vivre une expérience géniale, mais si vous n'êtes pas capable de faire la bonne photo qu'il faut au bon moment, eh bien, ça va pas circuler, tout ça. Bon, voilà, c'est un peu cet écart-là est assez impressionnant. Bon, je prépare un livre sur les propagations. Enfin, il est terminé, il va paraître au mois de février sur les propagations. Je considère que nous avons, nous, une vie désormais depuis longtemps, mais maintenant on a les outils techniques qui accélèrent tout ça,
où nous dépendons beaucoup de ce qui se propage et de ce qui influence nos comportements à travers cette propagation. On peut dire d'une certaine façon que nous sommes dans une forme de télé-réalité permanente. Ça fera le lien avec ce que Mireille Dumas pourra nous raconter peut-être par la suite, quoi. Alors la question, c'est surtout comment pouvons-nous nous abstenir de cela? Est-ce que nous sommes capables de nous empêcher, de nous interdire, de nous retenir? Parce que ça devient tellement prégnant. Il y a toujours quelqu'un dans la famille qui va vouloir faire la photo, qui va toujours vouloir faire un film, qui va en rajouter. Et donc, du coup, ça organise toute la vie privée en fonction de ces publications qui sont supposées rester dans le cercle familial éventuellement, mais qui débordent très très vite. Et puis, on en profite pour en mettre un bout sur Instagram, sur TikTok ou ailleurs, quoi. Et le dernier point sur cet aspect de la reconfiguration de la vie privée, c'est un aspect qui comporte, que j'appellerais la pression au passage à l'acte. Ça a un rapport avec ce que j'ai dit avant sur le rythme, sur la réaction, sur la visibilité et l'immédiateté, ce qui est toujours un mot assez plaisant dans ce monde-là, ou qui est hyper médiatisé, mais on veut l'immédiateté, justement. C'est comme si ça n'existait pas, comme s'il n'y avait pas de délai, quoi. Et ça, c'est très important parce qu'en réalité, ça veut dire qu'on apprend petit à petit, dans cette réactivité-là, à vivre sous un régime de la pulsion, pour faire une digression psychanalytique, et non pas selon un principe du désir qui met à échéance, qui fait que ça se construit avec des substituts d'ailleurs, et à partir de ce moment-là, là, on est dans la pulsion. Voire même, je vais faire carrément du Lacan, là. Effectivement, c'est dans la demande, c'est-à-dire qu'on réagit en fonction de ce qu'on suppose que les autres attendent, hein. Et à partir de là, et c'est ce que Monique disait à partir des stéréotypes aussi, eh bien on finit par produire les images qui conviennent parce qu'on suppose que, mais pas en réaction et en parlant, en laissant parler ses tripes, comme je disais tout à l'heure, quoi. Et ça, on voit ça non seulement dans la vie quotidienne liée aux images ou aux réseaux sociaux classiquement, mais aussi dans la promotion qui est faite par les plateformes de cette immédiateté. Vous savez bien, le principe d'Amazon, c'est un achat en un clic. Hein, en un clic, vous voyez. Alors là, c'est pire que tout. C'est-à-dire qu'effectivement, d'ailleurs, légalement, ça pose un problème, parce que tout le problème du consentement éclairé à toutes ces actions-là, on fait tout pour le raccourcir, pour que vous soyez dans la pure réaction, et qu'immédiatement, l'objet, il est carrément dans votre boîte à lettres tout de suite, quoi. On oublie tout ce qu'il faut pour y arriver, mais bon. Et on a le one-click, et puis le one-match. On parlait tout à l'heure de sites de rencontres, eh bien c'est ça. Sur Tinder, par exemple, c'est un site de rencontre un peu particulier où vous savez, vous switchez là, vous choisissez, vous les éliminez. Eh bien tout cela, c'est le one match. Vous avez un match tout de suite, et donc tout ce qui est même dans la rencontre interpersonnelle, sur les sites de rencontre, tend à se ramener à cela, à cette immédiateté du match et du fait que on a les propriétés qui conviennent, avec tous les biais algorithmiques qu'il peut y avoir, évidemment. Et vous voyez bien que tout ça, ça retentit aussi sur nos vies ordinaires. Maintenant, quand on fait, par exemple, pour trouver du boulot, on va vous faire une séance de speed dating. Hein. Donc, on va se rencontrer. Tout doit être accéléré à tout prix. Et il faut trouver immédiatement un rendez-vous en 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, et puis c'est terminé. Que ce soit pour rencontrer l'élu de son cœur ou bien l'employeur de son cœur, si on veut. Donc c'est quand même assez étonnant, parce que ça devrait normalement être dans un temps de construction de confiance, d'une part, et puis d'examen, un peu raisonné, tout ça. Mais non, il faut absolument qu'on passe à cela. Ça, c'est une transformation pour moi très importante, parce que ça rend tous nos échanges accélérés à un point qui limite notre libre arbitre, justement. C'est ça dont il faut être conscient. Alors, dernier point sur la vie privée menacée. Vous savez que souvent, quand on en parle justement de vie privée dans le numérique, on fait référence tout de suite aux données personnelles et aux données à caractère personnel, pardon. Et donc, on a effectivement le RGPD, le Règlement général pour la protection des données à caractère personnel au niveau européen, qui est une avancée considérable, hein, qui a été mis en place par l'Europe. C'est un règlement en plus, donc effectivement ça s'applique à tout le monde, à tous les États. C'est très impressionnant de ce point de vue, et totalement opposé à la culture soit chinoise d'un côté, soit californienne de l'autre. Mais du coup, ça devient même un modèle. C'est pas inintéressant de voir ça, que ça devient quand même un modèle. Mais le problème, il est quand même que cette idée-là repose sur une façon de concevoir la vie privée et les données à caractère personnel qui est déjà un peu dépassée d'une certaine façon. Parce que les plateformes dont on parle là, quand elles vendent des
ce qu'elles appellent des produits prédictifs, c'est-à-dire des choses qui vont permettre pour les placements publicitaires d'anticiper et d'optimiser, disons, le retour sur le client, en se disant que là, on va avoir plus de chances d'attirer l'attention du client. Ce ne sont plus des questions de données personnelles. L'âge, le genre, etc. sont là, effectivement. Mais l'important, c'est quoi? C'est le temps que vous avez passé sur la dernière page sur laquelle vous êtes allé. Le fait qu'en même temps, il y a eu 3 personnes de votre réseau qui sont allées acheter des choses ou qui sont allées consulter un autre site, etc. Ce sont des petites traces très, quelquefois, minimes, mais qui relèvent de votre comportement. Et là, je ne parle pas des données de géolocalisation qui sont extraordinaires. Si votre téléphone n'est pas éteint, là, il y a énormément de services qui savent que vous êtes là. Alors, c'est pas la même chose pour des agences de renseignement, parce que la vie privée des agences de renseignement, ça les a jamais effrayés plus que ça. Hein. Donc, les agences de renseignement, elles sont intéressées pour savoir qui vous êtes personnellement. Mais quand on est une firme qui fait comme une plateforme qui fait des placements publicitaires comme cela, on n'est pas intéressé par connaître vous, monsieur machin et madame machin, qu'est-ce que vous avez fait exactement, qui vous êtes. On collecte seulement des éléments de comportement, des éléments très bas niveau, des traces qui vont être agrégées pour en réalité ensuite en faire un produit prédictif qui va se vendre. Alors la question est posée, est-ce que notre vie privée, c'est aussi ces traces-là, élémentaires, qui fait que oui, tiens, je n'ai pas utilisé la bouteille qui était là parce qu'il y a un capteur sur la bouteille, parce que voilà le monde dans lequel on va être, hein, c'est des objets avec tout un tas de traces partout. Donc je n'ai pas utilisé, c'est un indicateur, pardon, etc. Et on va paramétrer beaucoup de choses derrière. Donc vous voyez, cet enjeu-là, c'est quand même un point important parce que ces espaces-là, ce sont des espaces numériques qu'on devrait être capable d'habiter. Ce sont quand même des moments où on passe un temps extrêmement important, où notre attention est concentrée, etc. Eh bien, concentrée ou agitée, mais bon. Mais on devrait être capable de les habiter. Et ce terme-là, qui est un terme classique de l'anthropologie, il est quand même vraiment très important. Et en fait, tous ces espaces-là, ils sont complètement ouverts à toutes les intrusions, à toutes les propagations, etc. Donc ce qui est menacé, pour répondre à la question sur la vie privée, c'est pas seulement la vie privée au sens classique du terme, mais c'est aussi notre capacité d'habiter, notre capacité de faire en sorte que ces comptes sociaux que l'on a, les comptes qu'on a sur les réseaux sociaux, eh bien qu'ils soient au bout du compte nos comptes où on se sente bien, où on sent qu'on peut paramétrer des choses, qu'on peut réguler un certain nombre d'intrusions pour éviter ces fils d'actualité qui se recomposent, vous ne savez pas pourquoi, ou qu'on vous injecte des publicités, vous ne savez pas non plus pourquoi. Et tout cela, c'est des choses très importantes. Alors moi, j'ai appelé ça une habitel, pour donner un nom précis. C'est pas l'habitat, en l'occurrence, c'est l'habitel qui permet d'habiter le réseau et de le faire vôtre, d'une certaine façon. En réalité, on n'habite pas chez Facebook, on loge chez Facebook. Donc, comme on est à la chambre d'hôtel, vous ne changez pas le décor et les meubles, etc. Vous êtes chez Facebook et vous subissez les décisions de Facebook d'une façon ou d'une autre, quoi. Et le problème, c'est que pour faire tout ça, eh bien, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de cadre institutionnel. C'est cette plateforme qui fait ce qu'elle veut, d'une certaine façon. Il n'y a pas, j'allais dire, d'institution, d'une certaine façon, d'où le problème des frontières. Ces plateformes-là sont supposées réguler tout cela. Qu'est-ce qui doit être de la vie privée ou pas? C'est comme si elles pouvaient se passer du droit. Alors heureusement, il y a un retour et du coup les États veulent désormais le gouverner plus. Mais en attendant, revenir, disons, et obliger à respecter ce droit-là. Mais en attendant, elles ont fait ce qu'elles voulaient pendant 10 ans. Et vous voyez qu'on paye le prix de tout cela et qu'on a du mal à rattraper, à reprendre la main sur toute cette affaire-là. Et donc cette dimension-là, elle me paraît importante. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut créer un intérieur, une ambiance, j'allais dire, et pas seulement être soumis au fait que le matin vous vous levez, vous allumez, ou il est déjà allumé parce qu'il est resté allumé toute la nuit, votre téléphone, et là que vous voyez, il y a un Twitter, il y a un tweet, il y a un appel WhatsApp ou je sais pas quoi, et tout de suite ça vous met dans une mauvaise humeur parce que ça réagit, vous avez quelque chose. Ça crée des ambiances, vous voyez, le fait de vivre là-dedans. Donc si vous n'avez pas les filtres qui conviennent, eh bien vous vous retrouvez quelquefois à subir ces influences-là d'état d'esprit, d'ambiance, d'intérieur, qui sont des qualités de l'expérience sensible, mais en présentiel, mais qu'on doit retrouver dans les espaces comme ça. Alors c'est là où on voit effectivement que des rencontres comme celle-ci, à Auxerre, en personne, et avec un environnement, bienveillant, pacifique, j'allais dire, même s'il y a du contradictoire, bien évidemment, parce que c'est la vitalité du débat public, c'est pas si simple que ça à faire vivre, c'est effectivement le travail de l'institution. Et ça, il faut vous dire quand même que toutes les plateformes dont on parle là ont une culture à peu près nulle dans ce domaine-là.
Donc là, on a une vraie responsabilité de comment on les oblige à se transformer pour assumer cette responsabilité et nous donner des vraies places et un lieu vraiment vivable. Merci. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut prendre une question de la salle. Est-ce qu'il y a un micro qui... Ah. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main en bas, mais il n'y a pas de micro en bas. Ah, et moi j'ai un micro, mais personne. Mais vous êtes en haut. Ils arrivent. Alors peut-être que si vous parlez fort, peut-être qu'on peut entendre, et je peux la répéter éventuellement. Il y a une dame qui a levé la main au milieu, là. Oui. Est-ce que vous pouvez relever la main, s'il vous plaît? Une petite question. Non, c'était une fausse... D'accord, fausse piste. Mon beau-frère. Mais si... Ah, il y a une question là-haut, en haut à droite. Ah, il y a une question en haut, donc j'y vais. D'accord. Non. C'est qui Non, je vais passer là, je vous remercie. Hop. J'arrive. Oui, bonjour. Quel est l'impact de l'usage de l'anonymat sur Internet ? Moi, je vais vous dire, justement, c'est une chose que j'aurais voulu avoir le temps de développer. En fait, les gens, et de plus en plus, les personnes qui interagissent dans ces réseaux sociaux, ils donnent le moins d'indications sur eux. Pas d'indications sociales, pas d'indications où ils vivent, etc. Et au bout du compte, ce sont presque des ombres d'individus, même si, en fait, on voit par contre leurs images. Une démultiplication d'images. Et alors, précisément, je pense que l'anonymat, il est très demandé par beaucoup de personnes qu'il soit levé. Et que, par exemple, ce qui limiterait les possibilités de racisme, de paroles homophobes, parce qu'à partir du moment où les gens devraient se présenter sur leur propre nom, leur propre identité, eh bien, on peut imaginer que ce serait un effet salvateur. En fait, ce qui m'apparaît, c'est que la plupart des jeunes, en tout cas, moins que les personnes âgées, sont totalement défavorables au fait qu'on puisse lever l'anonymat. L'anonymat a plutôt une bonne réputation, enfin, plutôt chercher, en tout cas, dernière enquête, est-ce que vous pensez qu'il serait souhaitable de lever l'anonymat chez les jeunes? Non. La majorité, je ne dis pas que c'est 90%, mais parce que... Alors, je pense que c'est à la fois parce qu'ils veulent pouvoir s'exprimer. Internet, c'est d'abord un lieu d'expression, express yourself, avec les rétroactions que ça peut avoir. Et donc, ils veulent garder cette liberté, entre guillemets, que permet l'anonymat. Donc, je pense que l'anonymat ne sera pas levé, même s'il y a beaucoup de gens qui demandent à ce qu'on puisse agir sous sa propre identité, d'autant plus que les grands opérateurs du net sont très contre la levée de l'anonymat. Parce que la levée de l'anonymat, ça voudrait dire quand même la limitation certainement des interactions. Or, Internet, cette machine marchande, en fait, ne fonctionne que s'il y a beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges. Et donc, tout ce qui peut limiter les échanges, et donc limiter la capacité d'expression, est plutôt mal vu par Zuckerberg et compagnie, mais aussi par les jeunes, bizarrement. Pas par les personnes âgées. Est-ce que je peux me permettre d'être en désaccord avec Monique à ce sujet-là? Parce qu'il
Il se trouve que Facebook, quand même, a tout fait pour obtenir les identités précises et les garantir de tous les comptes. Il se trouve qu'on arrive quand même encore à tricher, mais il n'empêche qu'ils ont vraiment poussé pour cela. Et pour une bonne raison, c'est qu'en réalité, et c'est là où il y a un vrai problème, c'est-à-dire que la responsabilité d'une plateforme comme celle-là, elle est d'à peu près zéro. C'est-à-dire qu'il faut avoir le moins de responsabilité possible. Hein. Donc de responsabilité éditoriale, c'est-à-dire de responsabilité sur les contenus. Et donc quand vous avez des noms, y compris quand ils ont poussé pour les groupes d'ailleurs, c'est une façon de déléguer la responsabilité à des groupes ou à avoir des noms autrement le plus possible. Mais en réalité, ça leur permet d'éviter, eux, d'avoir une responsabilité éditoriale. Prenons l'exemple des courriers des lecteurs du Monde ou d'ailleurs. Vous commentez, vous êtes anonyme. Mais le Monde, lui, doit tout modérer et tout contrôler et ne rien laisser passer qui pourrait enfreindre la loi. Et de toute façon, il a vos références, etc. Facebook a la même chose. Il a vos références téléphoniques, etc. Il arrive toujours à vous retrouver si besoin est. Mais le problème, c'est que lui ne veut surtout pas être dans la position où il faudrait qu'il modère a priori des contenus. Et donc ça rejoint ce que tu dis. Et par contre, il faut effectivement que ce soit le plus actif possible. Et de fait, c'est ça le problème essentiel. C'est pas tellement le problème d'anonymat, c'est le problème de la responsabilité éditoriale de ces plateformes qui font que le caractère vivable de ces espaces-là dépend de leur investissement dans une modération qui se fera a priori. Alors évidemment, les gens vont dire ah oui, il n'y aura plus de liberté d'expression. De fait, il n'y a pas. Hein. Vous voyez Musk comment il se comporte. Et Twitter avant, hein, d'ailleurs aussi, il supprimait des comptes quand il le souhaitait. Donc de fait, il n'y a pas, mais maintenant il faudrait qu'ils puissent l'assumer, et là ça coûte très très cher, évidemment, et là c'est pas tout à fait leur intérêt de ce point de vue-là. Mais je pense que l'anonymat a déjà été complètement rogné d'une certaine façon, alors que, et c'est intéressant ce que dit Monique sur le fait que les jeunes souhaitent que soit maintenu, mais c'est qu'effectivement c'est une ressource aussi pour permettre l'expression, à condition que la responsabilité éditoriale continue à être exercée par d'autres. Voilà. Il est temps. Si, ça fonctionne. Il est temps de conclure cette table ronde. Je vous remercie tous deux pour la richesse et caractère très intéressant des informations que vous nous avez délivrées. Et donc, on transmet le flambeau à la table ronde suivante. Merci. Alors on va ménager une petite pause maintenant, elle arrive la pause et on se retrouve dans quelques minutes pour la dernière table ronde de cette matinée. Merci. La clé là, c'est efficace à moitié. Ah bon, j'ai pas vu, j'ai pas tout, je voyais pas moi.